La première vidéo nous a renseigné sur la structure des différents réseaux de diffusion en art visuel, en théâtre et en cinéma dans le milieu. Je suis une artiste émergente et je désire diffuser mon travail. Quelle est la marche à suivre? Pour cette raison, nous avons questionné nos 3 intervenants concernant leur parcours qu'ils ont accepté de partager avec vous. Nous leur avons d'ailleurs demandé s'il était possible de présenter notre travail en LSQ. Attendez de voir leurs réponses et les idées qui en ressortent. En général, les directions artistiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont donc leur mission artistique et ils essaient de développer autour de cette mission-là. Donc oui, ils peuvent recevoir beaucoup de projets, c'est-à-dire que dans n'importe quel théâtre, n'importe qui peut déposer n'importe quel projet. Par contre, eux vont sélectionner en fonction, évidemment, de leur mission artistique. Donc, on peut déposer des projets jeunes publics tant qu'on veut dans un théâtre classique. Il n'y aura jamais de théâtre classique qui va se faire. Après ça, il y a des mandats qui sont plus flexibles que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, par exemple, les gros théâtres, les gros festivals, ils ont moins de latitude que les autres lieux parce qu'ils ont beaucoup de public habitués à eux, qui ont des attentes envers eux. Ils ont beaucoup de subventions aussi qui est liée à des projets spécifiques. Alors que les petits lieux, des fois, ils peuvent se permettre un peu plus de liberté, essayer un peu plus des choses parce qu'ils ont l'habitude de présenter à leur public des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Donc, je dirais qu'en plus des missions artistiques, c'est important de voir un peu lesquelles sont plutôt ouverts à de la nouveauté puis lesquelles ne le sont pas quand on essaie de faire passer des projets qui sont différents de ce qui est présenté d'habitude. La sélection se fait par comité, donc l'artiste va préparer un dossier. Le dossier il est déposé souvent à une date précise ou avant cette date-là d'échéance. Et le dossier va ensuite être remis avec tous les autres aux membres du comité de sélection. Le centre d'artistes a une capacité limitée de présentation, d'exposition. On peut souvent privilégier, par exemple, des expositions personnelles parce qu'une exposition personnelle va être plus valorisée dans un curriculum vitae qu'une exposition collective, par exemple. Mais ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire plus ou soutenir plus que 6 artistes par année. Alors, des fois, pour donner la chance à plus d'artistes, on peut décider de faire aussi une exposition collective qui va donner la chance à plus d'artistes de diffuser dans le centre d'artistes au moins 1 ou 2 fois par année. On veut donner les meilleures conditions aux artistes, c'est-à-dire payer des droits de diffusion et offrir un soutien technique pour la présentation de l'artiste, de son travail, c'est-à-dire du montage, du démontage, et aussi prévoir un accompagnement avec le personnel du centre peut consacrer plus de temps à l'accompagnement et au dialogue avec l'artiste. Je vais séparer quand même vidéo d'art et cinéma comme c'est pas la même chose. Pour la vidéo d'art, il y a les centres d'artistes, les appels de dossiers. Il y a les galeries privées qui n'ont pas d'appel de dossier. Il y a les musées, les centres d'expo. Ça aussi, c'est généralement les initiatives des conservateurs qui vont inviter des artistes à présenter leur travail. Il y a les commissaires qui peuvent sélectionner du travail pour des galeries, des centres d'artistes, des musées, des programmes vidéo aussi dans les festivals. Dans les festivals, ce sont les programmateurs qui décident. Donc, chaque festival a une personne qui est en charge de sélectionner la programmation. D'habitude, un festival, il y a plusieurs programmes. Chaque programme est élaboré autour d'un thème, généralement autour d'une idée. Donc, c'est le programmateur qui va faire ça à partir de ce qu'il reçoit des distributeurs. Eux, ils se promènent aussi dans les festivals, les programmateurs, puis ils vont voir les expos. C'est surprenant la différence entre les artistes visuels du cinéma et du théâtre. En art visuel, un comité de sélection reçoit les dossiers et les évalue. Dans certains cas, c'est le commissaire chargé de monter l'exposition qui choisit lui-même les artistes ou les œuvres qui seront présentées. Pour le théâtre, on procède différemment. C'est le directeur artistique qui fait la sélection, tandis que pour le cinéma, les festivals sont très importants pour la diffusion. Dans chaque festival, il y a un responsable de la programmation. Vous pouvez choisir un festival qui vous représente et y soumettre directement votre film ou encore passer par un distributeur qui s'occupera de montrer votre film aux différents diffuseurs.
Plus tôt, il a été question du statut d'artiste professionnel. Je suis une artiste émergente. Comment savoir si je suis reconnue comme professionnelle ou non? J'ai posé la question à 2 d'entre eux et j'ai compris qu'il faut d'abord que mon travail soit évalué et reconnu par une entité compétente et reconnue professionnellement. Regardez la suite pour bien comprendre. Qu'est-ce qui définit l'artiste professionnel? C'est plusieurs critères. D'abord, on regarde beaucoup dans le monde entendant la formation. Alors, on regarde si l'artiste a une formation, que ce soit universitaire ou dans une école spécialisée, si c'est en cinéma, etc. À défaut de quoi? Parce qu'il n'est pas impossible d'avoir des artistes autodidactes, même qu'il y en a plusieurs qui se définissent comme autodidactes, et c'est tout à fait valide. Un des critères déterminants, ça va être la capacité de l'artiste à se consacrer au développement de son travail, c'est-à-dire au développement de sa pratique. Donc, souvent, on va regarder des facteurs tels que est-ce que l'artiste a une pratique d'atelier? Un autre critère, ça va être est-ce que l'artiste se définit comme artiste? Est-ce qu'on peut s'autoproclamer artiste? Mais ce qui va être le plus déterminant, ça va être la reconnaissance de ses pairs. Et pour obtenir la reconnaissance de ses pairs, il faut pouvoir déposer, évidemment, soumettre un projet à un comité, un jury, si on veut, de pairs, qui va, reconnaître ou valider la pratique de l'artiste sur la base de la définition de son projet, de la consistance de son travail dans le temps, de la pertinence de sa démarche, la pertinence de son propos. Toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Et un autre facteur déterminant va être si l'artiste a reçu une subvention. Et ça aussi, ça dépend de la reconnaissance des pairs, parce que les subventions sont octroyées par des jurys de pairs. Et ça va souvent être une forme de validation, que ce soit en art visuel ou dans d'autres disciplines. Quand on veut appliquer sur des bourses ou quoi, il faut être un artiste professionnel. Puis pour être un artiste professionnel, il faut être reconnu par d'autres artistes professionnels comme étant un artiste professionnel. Puis pour ça, bien, une des manières, c'est d'être présenté dans des lieux où il y a des personnes qualifiées, des historiens d'art, des commissaires, des personnes reconnues par le milieu qui font de la programmation. Si tu décides de te louer un espace, puis de te faire une exposition avec tes amis, c'est pas considéré vraiment comme professionnel parce que il n'y a pas eu beaucoup de critiques pour te faire entrer là, c'est toi-même, donc c'est accessible à tout le monde. Il faut passer un espèce de processus de jury, passer qu'une autre personne de l'extérieur valide ton travail, dit ça c'est pertinent pour la pratique, pour l'art où on est maintenant, en art actuel, c'est une démarche intéressante, c'est un questionnement intéressant, c'est une utilisation des outils intéressants. Mais si c'est pas validé par une personne extérieure, puis c'est toi-même qui te valide toi-même, c'est pas vraiment, c'est pas considéré comme professionnel. C'est une belle expérience, par exemple. Puis ça peut te donner de la visibilité, donc c'est pas inutile, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui peuvent voir ton travail, ou tu peux le documenter, puis ça peut monter ton dossier. C'est ça, c'est bon pour le réseautage, si on veut, mais c'est pas nécessairement, mais c'est ça, sur ton CV, ça montre que tu es débrouillard, ce qui est bon aussi, mais c'est pas comme une expo programmée par une autre personne. Très bien. Le dossier visuel maintenant. Comment et à quel moment doit-on le déposer? Que doit-il contenir? Nous avons posé la question à Anne pour les arts visuels et à Étienne pour le théâtre. Voici ce qu'il nous explique. Beaucoup de centres d'artistes autogérés diffusent les appels de dossiers sur Internet. Alors, si, suite à notre exploration des différents centres qui nous intéressent, on peut soit se renseigner auprès du centre directement. La plupart des centres vont afficher la procédure sur leur site Internet, c'est-à-dire ils vont mettre les dates des appels et qu'est-ce qu'ils demandent comme dossier.
Alors, le contenu du dossier va être bien décrit sur le site Internet. Il y a d'autres services, comme par exemple l'Association des groupes en arts visuels francophones publie ce qu'elle appelle la liste et c'est diffusé à toutes les 2 ou 3 semaines. Et là, il y a une liste assez exhaustive des appels de dossiers dans le réseau francophone, dans le réseau canadien anglophone, au Québec, hors Québec, et aussi à l'international. Donc ça, c'est un autre outil qui peut être consulté et auquel on peut s'inscrire. Alors, pour échanger avec les organismes qui ne font pas d'appel de dossier, il faut peut-être regarder du côté des commissaires. Il existe des commissaires qui s'intéressent à des problématiques particulières, dont les artistes qui œuvrent en situation minoritaire. Alors, pour identifier, trouver ces commissaires-là, ça va nécessiter encore une fois de faire certains devoirs, dont un serait de faire de la recherche d'expositions qui se seraient intéressées aux artistes en situation minoritaire. Alors, il y a des centres d'information, par exemple Artex, où on peut faire de la recherche pour identifier les commissaires qui auraient une expérience de ce côté-là et de voir quelle sorte de travail, quelle sorte d'exposition ils ont fait. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de travailler en accompagnement avec un commissaire et peut-être même pousser le travail de l'artiste. La situation minoritaire de l'artiste souvent va informer l'œuvre, pas nécessairement, mais dans le cas où ça le fait, ça pourrait être intéressant de travailler avec un interlocuteur. Moi, en général, je laisse l'œuvre. Donc, parce que moi, j'écris, donc c'est ça que je laisse. Puis les gens qui font des mises en scène, en général, ils laissent aussi l'œuvre, le texte à partir duquel ils veulent faire la mise en scène et un peu leur approche, leur projet, des fois une partie du travail, donc des dessins ou des vidéos du travail qu'ils font, effectivement. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas vraiment de manière de faire officielle. Chaque endroit a un peu ses façons de faire. Même, je dirais, il y a certains théâtres qui s'intéressent aux artistes plus au projet en particulier. Un dossier d'artiste doit contenir quelques éléments, dont le premier est une lettre d'introduction, une lettre de présentation. Le deuxième est le texte de description du projet. Ensuite, il y a un texte de démarche. Et évidemment, il y a le dossier visuel, donc les images avec des descriptions des images. Et en dernier, il peut y avoir d'autres éléments de documentation, s'il y a par exemple des textes, des découpures de presse, des publications, un catalogue. Tous ces éléments-là peuvent se rajouter au dossier et appuyer la demande. La lettre de présentation, elle sert à vous présenter qui vous êtes, pourquoi vous êtes motivé à présenter dans ce centre-là, dans ce lieu-là en particulier, qu'est-ce qui vous anime dans ce contexte spécifique-là de l'appel de dossier, par exemple. Mais ça demeure général. On peut aussi rajouter des éléments, par exemple, si vous êtes absente pour une raison X, Y, Z pendant une longue période ou si vous avez des besoins particuliers, c'est à ce moment-là qu'on peut les indiquer. Ensuite, évidemment, si l'artiste a une expérience, même dans un réseau d'artistes sourds, il faut faire valoir cette expérience-là et ça, on le fait avec le curriculum vitae. Donc, il faut développer un curriculum vitae qui va bien décrire l'expérience antérieure de l'artiste. Un dossier ou une demande de subvention nécessite 2 choses. Un texte décrivant le projet et un texte de démarche. Honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre la différence entre les deux. Et vous? Le texte de démarche, bien, c'est là où vous allez pouvoir parler de votre problématique à vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive dans ce projet-là, de quelle manière vous réalisez votre travail. Est-ce que c'est une pratique en atelier? Est-ce que c'est une pratique qui va s'inspirer, par exemple, d'une problématique sociale, politique? Est-ce que vous utilisez, par exemple, des matériaux qui vous permettent de créer quelque chose d'original de façon soit en peinture ou en sculpture, ou si vous utilisez des objets trouvés, de l'image originale ou de l'image récupérée. C'est important de donner ces détails-là pour qu'on puisse comprendre un petit peu où vous vous situez dans le contexte actuel de l'art
contemporain. Dans la démarche, c'est beaucoup le questionnement pourquoi tu pratiques ton art finalement? C'est quoi les grandes questions que tu te poses? Après ton projet, ça c'est vraiment en ce moment sur quoi tu es en train de travailler. C'est quoi précisément là? Tu fais une vidéo ou un film sur tel sujet, puis tu vas le faire de telle manière, puis là tu rentres vraiment dans le détail beaucoup plus technique de bon ben là je vais utiliser une technique d'animation, de peinture sur pellicule pour montrer que, pour démontrer mon sujet, admettons, nanana, puis je vais le réaliser comme ça, je vais avoir telle personne qui vont travailler sur mon projet. Ça, c'est les étapes de mon projet. Au début, je vais faire ça, après, je vais faire ça. Fait que c'est beaucoup plus ancré sur, c'est vraiment un projet de réalisation. Ton projet, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu vas le faire, tandis que ta démarche, c'est beaucoup plus large, puis c'est beaucoup plus pour te positionner dans le grand champ, finalement, dans le grand milieu. Un bon texte de démarche va te permettre de comprendre pourquoi la personne a fait ce projet-là. C'est important de se mettre à la place du comité, c'est-à-dire du membre du comité. Est-ce que la description de votre projet va permettre à cette personne-là qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas vraiment votre travail, de bien saisir l'ampleur, l'ambition du projet, va presque pouvoir se faire une image mentale de la réalisation du projet une fois réalisé. Donc, il faut donner autant d'éléments que possible, mais de façon très brève, très succincte, mais en même temps sans se limiter. Donc, c'est une danse, hein? Il faut apprendre à danser un peu dans son projet. Pour le cinéma, c'est ça, c'est souvent assez technique. Fait qu'ils demandent, il faut que tu aies ton générique, finalement. Ils vont te demander ton générique. Donc, qui a fait la caméra, qui a fait le son, qui a fait tout ça. Ils vont te demander ça. Ils vont te demander une courte description, quelque chose qui se tient très court, souvent une plus longue description pour les différents types de programmes qu'ils ont, finalement. Ils demandent des photographies de l'œuvre. Ils vont te demander aussi une copie de visionnement. Ça, c'est pas une copie pour la diffusion en salle ou devant public, mais c'est que pour eux, ils puissent visionner. Avant, on demandait des DVD assez ordinaires. Maintenant, souvent, ce que les gens font, c'est que tu le mets sur Vimeo avec un mot de passe. Puis là, tu envoies le lien puis ton mot de passe. Une fois que ta vidéo est acceptée, ben là, tu soumets évidemment une copie de bonne résolution, là, puis selon les formats qu'ils demandent. Ils vont te demander des biographies aussi. Ta biographie, il faut que... habituellement, c'est assez court, là, 200 mots, même 150 mots, là, une bio, ça suffit. On comprend maintenant mieux comment est structuré le réseau artistique dans la société en général. Cependant, un entendant et un sourd qui désire l'intégrer n'ont pas la même part de défi. J'ai conscientisé nos 3 intervenants à cette réalité. Voici leur réflexion. Alors, on peut déposer un dossier en LSQ ou en ASL, mais il faudrait aussi prévoir un texte écrit de la proposition, du projet, de la démarche, etc., pour le comité d'évaluation. C'est certain que la première étape, c'est justement d'essayer de se familiariser un peu avec les différents lieux puis les différents festivals pour voir lesquels pourraient être ouverts à ce genre de spectacle-là. Et ça va être les endroits qui sont un peu plus contemporains, les endroits qui sont un peu plus dans l'art d'aujourd'hui, donc qui ont cette envie de faire découvrir du nouveau à leur public. Et ça, il y en a. Il y a toutes sortes de festivals qui existent, qui sont dans la nouveauté, la recherche des nouvelles formes, qui sont ouverts à toutes sortes de travail avec des gens qui habituellement font pas partie du milieu artistique mainstream. Il y a des lieux qui s'intéressent à ce genre de projet-là. Il faudrait les approcher. Il faudrait se trouver des alliés parmi ces gens-là qui
pourrait après ça vous aider au niveau des subventions, au niveau de faudrait aller à tel endroit, faudrait aller dans tel festival, dans tel contexte. Donc, je pense qu'il faut approcher ces gens-là d'abord en pensant au fait que ça va être nouveau pour eux et qu'il y en a qui vont être très intéressés. En fait, tout le monde va être intéressé, mais pas tout le monde va avoir la possibilité, en fait, ou le mandat. Donc, il faut trouver ces gens-là qui ont le potentiel mandat et le potentiel intérêt et travailler avec eux, leur donner le temps de se faire à l'idée, de trouver peut-être des ressources spéciales, de trouver des moyens, des financements, des affaires qui vont permettre, parce qu'évidemment, faire venir des gens à l'étranger, de l'étranger, des troupes, c'est toujours très dispendieux. Et je déborde un peu sur d'autres questions, là, mais on a un milieu artistique, théâtral très, très pauvre. Et donc, souvent, c'est très cher faire venir d'autres productions. Et donc, faut planifier ça d'avance. Faut pas s'attendre à demander puis que ça arrive du jour au lendemain. Faut se trouver des gens, en parler, l'organiser de longue haleine. Mais ça existe tout à fait. Moi, je pense que ça se fait. Il faut se trouver des alliés. À travers certains programmes, comme par exemple ceux du Conseil des arts du Canada, de l'artiste dans la communauté, souvent on comprend ce programme-là comme étant un artiste qui n'a pas de contraintes, qui va aller dans une communauté en situation minoritaire, travailler avec cette communauté-là, alors que moi, je vois ce programme-là comme pouvant plutôt servir le contraire. Ce serait un artiste dans une situation minoritaire de venir dans un organisme ou dans un contexte ou dans un groupe en situation majoritaire pour nous aider à développer ces moyens-là, cette capacité-là d'accueillir des artistes en situation minoritaire. Pour préparer et soumettre un dossier dans la communauté sourde, il y a une certaine collaboration et une flexibilité concernant l'échéancier ou les exigences. Dans la communauté entendante, c'est différent. La compétition est forte et les dossiers soumis sont nombreux. Il faut donc présenter un dossier solide et complet tout en respectant les délais prévus. Avant d'envoyer votre dossier, il est suggéré de le présenter d'abord à quelqu'un de neutre qui ne connaît pas votre sujet afin de vérifier si tout semble clair, bien expliqué et qu'il ne manque aucune information. Aussi, ce qu'on a appris sur le Conseil des arts du Canada est très intéressant. Savez-vous qu'en 2016, le Conseil des arts va apporter beaucoup de modifications à son programme? Il serait important de visiter leur site Web afin de découvrir les nouveautés qui pourront vous être utiles. C'est la même chose pour le financement. Vous pourrez voir les subventions offertes par les conseils des différentes provinces. C'est d'ailleurs le sujet de la 4e vidéo. Étienne a proposé l'idée de trouver des alliés. Il serait donc important de savoir comment bien faire valoir notre langue et notre culture sourde afin de développer ces relations avec de nouveaux diffuseurs. C'est l'idée générale de la 5e vidéo qui peut leur être remise afin qu'ils découvrent les signes et la culture sourde et qu'ils la partagent. Une fois l'information diffusée, ceci pourra vous éviter de répéter sans cesse ce qu'est la réalité sourde. Maintenant, vous voulez en savoir plus concernant le financement? C'est le sujet de la 4e vidéo. Vous désirez aussi donner une nouvelle voix ou développer votre carrière artistique? La 3e vidéo vous donnera de nombreux conseils en ce sens. Enfin, Spill Propagation vous dit bonne chance et vous invite à nous communiquer vos expériences, vos trucs et vos stratégies afin que nous puissions les partager avec tous.